Quand les 2 soldats allemands ont franchi le seuil de la cuisine, elle n'a pas levé la tête. Les aiguilles séduisantes ont continué à claquer, régulières, minuscules, comme si le bruit pouvait couvrir tout le reste. Sur la table, à 20 centimètres de ses mains, il y avait la caisse en bois. La taille d'une valise, des fils qui dépassaient, mal dissimulés parce qu'elle n'avait pas eu le temps. L'un des soldats a fixé la caisse, pas le tricot. L'autre a regardé ses cheveux attachés avec un lacet plat, banal, ridicule presque. Puis il a sorti son pistolet, lentement, comme on fait dans les histoires, et l'a pointé vers son front. Elle a souri. Pas un sourire bravache. Pas un sourire pour provoquer. Un sourire calme, presque poli, comme si elle venait de comprendre une blague privée. Elle a dit quelque chose en français, une phrase courte, claire, avec l'accent exact des filles du coin. Elle a désigné sa gorge, sa poitrine, puis la porte, avec un mouvement qui ressemblait à une demande d'excuses. Les soldats se sont figés. Dehors, dans les champs de Normandie occupés, des milliers d'hommes étaient enterrés derrière des talus, des tranchées, des nids de mitrailleuses. À 3 rues de là, la Gestapo avait un bureau. Ils prenaient soit des gens au hasard. Ils fouillaient, ils interrogeaient, ils faisaient disparaître. Les opérateurs radio envoyés avant elle avaient été attrapés en quelques jours. Ceux qui avaient pas survécu aux premières heures n'avaient pas survécu longtemps. Elle, on l'avait envoyée quand même. 23 ans, 50 kilos, des épaules étroites, et se lasser dans les cheveux, tenus par habitude, pas par coquetterie. Sur la table, l'émetteur-récepteur. Un fil d'antenne passé par la fenêtre, tendu dehors comme une faute visible. Dans la pièce, l'odeur de laine, de soupe froide, de bois humide. Sur sa langue, un goût de métal, celui qu'on a quand on attend un coup. Le soldat au pistolet a fait un pas, sa botte a grincé sur les dalles. Elle a répété sa phrase, une nuance en plus, plus pressante. Elle a mimé un frisson. Elle a posé une main sur son ventre comme si la douleur remontait. Puis elle a tourné légèrement la tête, pour que son profil se voie, pour qu'on remarque sa peau trop pâle, ses yeux un peu cernés. Elle n'a pas menti avec des mots compliqués. Elle a menti avec une image simple, malade, contagieuse. Pas la peine de s'approcher. Les 2 hommes ont échangé un regard. Le pistolet était resté en l'air 1 seconde de trop, puis il a baissé. Ils ont reculé, presque vite. Le plus jeune a craché un juron. Ils ont disparu comme ils étaient venus. Elle a attendu d'entendre leurs pas s'éloigner, puis les voix dehors, puis le silence. Celui qui revient après la peur, plus lourd qu'avant. Elle n'a pas expiré comme au cinéma. Elle a juste posé les aiguilles sur la table, a ouvert la caisse et a repris le travail là où elle l'avait interrompu avec la même précision. D'abord, elle a vérifié la clé de chiffrement, ensuite les coordonnées, ensuite la force estimée, des divisions, des canons, des axes de déplacement. Elle a noté au crayon sur un morceau de papier qu'elle brûlerait. Puis elle a tapé en morse vers Londres, doigts rapides, tête vide de tout sauf du rythme. Chaque point, chaque trait, un morceau de guerre transmis depuis une cuisine paysanne. Ce n'était pas sa première fois, c'était la 135e. Et personne, jamais, n'avait fouillé le lacet. Elle s'appelait Phyllis, mais dans ce pays-là, à ce moment-là, elle avait d'autres noms. Elle avait une histoire de couverture. Une fille de Paris, venue se réfugier à la campagne, qui peignait des paysages pour oublier les bombardements, qui tricotait parce que les mains ont besoin d'une tâche quand le monde devient dangereux. Elle avait aussi une vraie histoire, plus étrange encore, une histoire qui commençait bien loin des haies normandes. Elle était née le 8 avril 1921 sur un bateau, dans le port de Durban, en Afrique du Sud. Sa mère était britannique. Son père, un médecin français en route vers l'Afrique équatoriale. 3 mois plus tard, une lettre est arrivée. Son père était mort, pris dans un conflit local au Congo. La nouvelle avait traversé l'océan et les territoires en papier mince. Sa mère, Louise, était devenue veuve à 24 ans, seule avec un bébé qu'elle n'avait pas imaginé élever sans personne. Louise s'est remariée. Un homme qui courait les voitures, excitant à regarder, terrifiant à suivre. Phyllis avait 4 ans quand sa mère était morte à son tour. Longtemps, les gens ont raconté la version spectaculaire. La vitesse, l'accident, la route. Plus tard, Phyllis dira que c'était du baratin, que sa mère était morte calmement, d'une hémorragie, dans un cabinet médical, comme si, même à 90 ans, elle avait encore besoin que les faits soient propres, exacts, sans théâtre.
Après la mort de Louise, on a envoyé l'enfant chez un cousin de son père, à Jadotville, au Congo belge. Là, son éducation a commencé, pas dans une salle de classe, mais dans la brousse. À 7 ans, elle a appris à tirer. Pas pour impressionner, pas pour faire joli, pour toucher, pour ne pas trembler. On lui a appris le morse comme d'autres apprennent le piano, parce que les adultes autour d'elle l'utilisaient et qu'elle voulait comprendre. Elle a appris les langues comme on attrape des cailloux dans une rivière, sans effort apparent, en les gardant dans la poche, le français, le flamand, l'arabe, le swahili, le kikuyu. Avant l'adolescence, elle en avait déjà trop pour les compter. Son oncle voyageait à travers l'Afrique centrale, engagé contre certains trafics, toujours en mouvement. Il l'emmenait. Elle dira plus tard, avec un humour sec, qu'elle avait été la fille la plus safarisée du monde. Puis on l'a mise dans un pensionnat au Kenya. Et en mai 1939, on l'a envoyée en Angleterre pour terminer ses études. 4 mois plus tard, l'Allemagne a envahi la Pologne. Le monde a basculé. En 1941, Phyllis avait 20 ans, vivait en Angleterre et travaillait comme mécanicienne avion dans une unité féminine. Elle aimait les machines, la logique froide, la manière dont une pièce défectueuse peut tuer et dont une réparation exacte peut sauver. Elle était bonne, pas bruyante, méthodique. Le genre de personne qu'on oublie dans une pièce, et c'est précisément pour ça que certains hommes ont fini par venir frapper à une autre porte. Ils sont venus la chercher un mercredi de pluie, à l'heure où les ateliers sentent l'huile chaude et la laine mouillée. Elle était penchée sur un moteur, les mains noircies jusqu'aux poignets, quand la responsable de section a prononcé son nom d'une voix trop neutre. On ne disait jamais « on te demande », on disait « tu es attendu ». Dans un petit bureau à l'écart, 2 hommes l'attendaient. Pas d'uniforme, pas de décor, un costume sombre, un pardessus trop long, des chaussures propres. L'un avait un accent qu'elle a tout de suite identifié. Londres, un anglais sec, coupé au couteau. L'autre parlait moins, observait plus. Il a regardé ses mains, ses ongles, ses épaules, comme on jauge la solidité d'un outil. « Vous parlez français » a dit le premier. « Oui. »« Bien. » « Et vous pouvez tenir votre langue. » Il n'a pas demandé si elle était courageuse. Il n'a pas parlé de patriotisme. Il a parlé de choses concrètes. Entrer, sortir, survivre. Il a posé sur le bureau une feuille blanche. Dessus, 3 mots. Pas un serment, pas une promesse. Une simple phrase qui signifiait qu'elle comprenait qu'elle pourrait ne jamais revenir. Phyllis a lu. Elle a reposé la feuille et a demandé une seule chose. « Face, si je dis oui, est-ce que je serai utile ?» L'homme au par-dessus a souri, comme si c'était la bonne question. Ils l'ont envoyé dans une maison de campagne où personne ne donnait son vrai nom. On l'a réveillée tôt. On l'a épuisée volontairement. On l'a affamée juste assez pour voir comment elle réagissait. Elle a appris à se déplacer sans bruit sur des graviers, à repérer une voiture à sa poussière, à reconnaître une filature à une seconde d'hésitation. On lui a appris comment mentir sans embellir, comment répondre avec des phrases courtes, comment ne pas offrir d'informations gratuitement. Il y avait des cours de code, des cartes, des horaires. Il y avait aussi des choses plus sales. Comment casser une porte, comment neutraliser un homme, comment avaler sa peur quand elle remonte dans la gorge comme un vomi. Les instructeurs n'étaient pas tendres. Les femmes, moins encore. On n'avait pas le temps d'être tendre. Un après-midi, on l'a conduite dans un hangar et on lui a montré un appareil radio posé sur une table, banal comme une boîte à outils. Un homme aux lunettes rondes a tapoté le boîtier du doigt. « Voilà votre vraie arme. » Elle a passé la main sur le métal froid. Elle a compris avec une clarté brutale qu'elle ne se cacherait jamais derrière une excuse. Une erreur de réglage, un message trop long, un rythme irrégulier, et on la retrouverait. Pamandart astansise. Pas peut-être, passer la tarsum. Si elle a de la chance, on la retrouverait. Elle a travaillé comme une possédée. Le soir, quand les autres se couchaient, elle reprenait le morse à voix basse, le souffle calé sur le tempo, point trait-point comme une prière mécanique. On l'a mise au parachute. Elle a vomi la première fois, pas de peur, de violence pure. Le vide, puis la toile qui vous arrache les épaules, puis le monde qui s'ouvre en dessous comme un plan trop vaste. La deuxième fois, elle a tenu. La troisième, elle a corrigé sa position en l'air comme si elle avait fait ça toute sa vie. Un jour, l'homme silencieux du premier bureau est revenu. Il s'est assis en face d'elle, a posé un carnet sur la table et a parlé enfin. Vous aurez une histoire, une couverture. Vous aurez un nom. Si vous l'oubliez une seconde, vous êtes morte. Il a fait glisser une photo.
Une jeune femme différente d'elle et pourtant proche. Même âge apparent, même sobriété. Sur la photo, un visage calme, presque effacé. « Vous serez ça, a-t-il dit, et vous serez seul. » Elle a hoché la tête. Elle n'a pas demandé avec qui elle travaillerait. L'expérience lui avait déjà appris la réponse, avec personne ou avec des gens qui ne doivent jamais être liés à elle. On lui a donné des détails. Une ville de départ, une tante fictive, un fiancé inventé mort sur un front inventé. On lui a appris à coudre dans une doublure des choses qu'on ne devait jamais trouver. Un petit billet de soie avec des fréquences, une capsule minuscule qu'on ne nommait pas, un fil d'acier fin comme un cheveu. On lui a appris à sourire à un soldat sans le regarder dans les yeux. Puis il y a eu la dernière phase, celle où l'entraînement cesse d'être un jeu. Dans une salle blanche, un officier a étalé des papiers, carte de France, itinéraire, nom de réseau. Il a parlé des radios repérées par triangulation, des opérateurs arrêtés parce qu'ils avaient transmis trop longtemps, des gens qui craquaient au bout de 10 minutes parce qu'on leur avait promis qu'on s'arrêterait si eux aussi coopéraient. Il n'a pas décrit les détails. Il n'a pas eu besoin. « Votre fenêtre, a-t-il dit, c'est 6 minutes. Par message. Pas plus. Vous vous déplacez après chaque transmission. Vous n'écrivez rien, vous ne gardez rien. Si vous êtes prise, vous n'êtes plus une soldate. Vous êtes une criminelle. Criminelle. Le mot a claqué dans la pièce comme un fouet. Phyllis l'a répété intérieurement, non pas pour s'effrayer, mais pour se souvenir. Elle a pensé à sa mère morte trop tôt, à l'Afrique, aux langues comme des couteaux cachés, à la vie qui l'avait conduite là, et elle s'est dit que si le monde voulait la classer en criminelle, alors elle ferait le travail d'une criminelle. Vite, bien, sans hésiter. Le soir même, on l'a conduite sur une base aérienne. Le vent sentait le carburant et le froid. Une silhouette d'avion se découpait, énorme, sombre, prête à avaler des hommes et à les recracher ailleurs. On lui a donné un sac, un dernier appel sur la fréquence, et un regard qui disait tout ce que les mots n'osaient pas. On ne vous reverra peut-être pas. Phyllis a grimpé la rampe sans se retourner. À l'intérieur, des visages fermés, des parachutes alignés, du bruit métallique. Elle s'est assise sur un banc, a calé son sac entre ses bottes et a fermé les yeux juste assez longtemps pour stabiliser son souffle. L'avion a décollé dans un grondement qui a fait vibrer ses côtes. À l'intérieur, il faisait plus froid que dehors, un froid de métal et de hauteur. Personne ne parlait. Les hommes et les femmes alignés sur les bancs n'étaient pas une équipe, pas une bande de héros. Juste des silhouettes qui allaient comme semble se disperser, chacune dans sa propre chance. Phyllis a vérifié la sangle de son parachute sans regarder l'instructeur. Elle connaissait déjà le geste, mais le corps cherche les rituels quand l'esprit menace de s'emballer. Sur ses genoux, son sac semblait trop léger pour tout ce qu'il contenait. Une radio, de l'argent, des papiers et une histoire entière, une vie de mensonges prête à s'ouvrir dès l'atterrissage. Un voyant rouge s'est allumé près de la porte. Le bruit a changé. On a senti l'avion s'incliner légèrement. Un des hommes s'est levé, a avancé en se tenant aux sangles. Il a disparu dans l'ouverture noire comme si le ciel l'avait avalé. Un autre a suivi. Puis une femme. Puis encore un homme. Quand ce fut son tour, l'air a frappé son visage avec une violence presque comique, comme une gifle de mer. Elle a posé une main sur le montant de la porte, a plié les genoux et a sauté. Il n'y a pas de moment héroïque dans la chute. Il y a la panique primitive du ventre qui se soulève, l'oreille qui se bouche, le monde qui tourbillonne. Et puis la toile s'ouvre avec un coup sec qui vous arrête comme une corde autour du thorax. Elle a senti la douleur dans ses épaules, puis le calme relatif de la descente. Sous elle, la France était une tache sombre, un puzzle de champs, de haies, de routes maigres, sans le moindre repère affectif. Elle a cherché la lumière convenue, le signal, quelque part en bas. Elle l'a vu. 3 éclats brefs, couverts immédiatement, comme une main qui ferme une boîte d'allumettes. Elle a orienté ses suspentes, a glissé doucement vers la zone. Les secondes étaient longues, pleines de pensées inutiles. Elle a voulu revoir le bureau, les 2 hommes, la feuille blanche. Elle a voulu se rappeler le nom exact de sa tante fictive. Elle s'est forcée à ne penser qu'au geste. Atterrissage. La terre humide a accroché ses bottes. Elle a roulé, comme on lui avait appris, a senti la boue entrer dans son col, puis elle s'est redressée d'un bond et a traîné sa toile vers un fossé. Au-dessus d'elle, l'avion s'éloignait déjà, invisible. Autour des grillons, des chiens au loin, et ce silence rural qui n'a l'air de rien et qui pourtant peut vous livrer en 1 minute. 2 silhouettes ont surgi du noir.
Un homme d'âge moyen, une casquette enfoncée et une femme avec un panier, comme si elle venait chercher des œufs. Ils n'ont pas dit « bienvenue ». Ils n'ont pas souri, ils ont travaillé vite. Le panier a avalé une partie de l'équipement. L'homme a attrapé l'autre. Phyllis a détaché son harnais, a plié le tissu, l'a enfoncé dans un trou déjà creusé et recouvert de paille. Personne n'a commenté. Chaque mouvement était un accord tacite. On survit en ne faisant pas d'histoire. Ils ont marché pendant plus d'1 heure en évitant la route. Les haies vous griffaient le visage, vous accrochent les vêtements, vous obligent à baisser la tête. La femme parlait peu. Quand elle parlait, c'était pour indiquer un chien, une lumière, un bruit. À un moment, un faisceau de lampes a balayé un champ à 200 mètres. Ils se sont plaqués au sol, tous les trois, dans un fossé qui sentait le fumier. Phyllis a senti son cœur cogner comme un enfant qui tape du pied. La lampe est passée. Des voix allemandes se sont éloignées. L'homme a soufflé, un seul souffle, puis a repris la marche. Pas d'humour, pas de bravoure. Ils étaient trop près de la réalité pour ça. La maison où ils l'ont conduite n'avait rien d'une planque de roman. Une ferme, du linge suspendu, une porte qui grinçait, des bêtes qui dormaient. Dans la cuisine, une vieille femme a posé devant elle une tasse de café noir coupée à l'eau. Phyllis a bu sans grimacer. La vieille l'a observée comme on observe une bête inconnue. Pas avec méchanceté, avec prudence. « Tu es la petite de Paris ?» a demandé la femme qui l'avait escortée. Phyllis a répondu oui, avec une lassitude étudiée. La couverture commence toujours par la fatigue, parce que la fatigue rend les mensonges crédibles. On lui a donné une chambre au grenier, une paillasse, une couverture rêche, une fenêtre minuscule. À l'aube, un coq a hurlé comme s'il annonçait la fin du monde. Elle s'est levée, a remis de l'ordre dans ses cheveux avec son lacet et a descendu les escaliers. La journée ne devait pas commencer par de grandes décisions. Elle devait commencer par des détails. Le premier détail, c'était la radio. On l'a installée dans une autre ferme, à 3 kilomètres, chez un homme qui ne posait pas de questions. On a caché le boîtier dans une caisse à pommes. On a fait passer un fil fin le long d'une poutre, puis dehors, jusqu'à un arbre. Rien n'était parfait. Tout était juste assez bon. Phyllis a attendu le soir. À la tombée de la nuit, elle s'est assise dans une cuisine qui ressemblait à toutes les cuisines, une lampe basse, une odeur de soupe, un chat sous la chaise. Elle a ouvert la caisse, a réglé la fréquence, a posé ses doigts sur la clé. Pendant une seconde, elle a pensé à la phrase de l'officier « 6 minutes ». Elle a regardé l'horloge, elle a commencé. Point, trait, un appel vers Londres, une annonce codée qu'elle était bien arrivée. Pas de poésie, pas de triomphe, juste un signal, puis un autre, puis un dernier. À 5 minutes 30, elle s'est arrêtée, nette, même si elle avait encore envie d'ajouter une nuance, une précision. Elle a éteint, a démonté, a refermé. Ils ont déplacé la radio dans la nuit, comme on déplace un cadavre. Une charrette, un sac de pommes de terre par-dessus, la caisse en dessous. Une route secondaire, un chien qui aboie, des phares au loin. Chaque élément banal devenait un danger. Le lendemain, elle a fait sa première vraie transmission. Les informations venaient leur tête de partout. Un paysan qui avait vu passer des camions, un cheminot qui avait compté des wagons, une jeune fille au marché qui avait entendu un soldat parler trop fort, des bribes, des fragments que Phyllis devait transformer en quelque chose d'utilisable. Elle notait dans sa tête, recoupait, éliminait les exagérations, gardait ce qui avait l'odeur du vrai. Cette nuit-là, elle a envoyé des chiffres, des routes, des heures, des unités supposées, et quand elle a fini, elle a ressenti une chose étrange, pas la peur, pas l'euphorie. Une concentration froide, presque confortable, comme si, enfin, sa vie entière, l'Afrique, les langues, le morse, les moteurs, avait cessé d'être une suite d'accidents et était devenue un outil. Au bout de la 3e nuit, quelqu'un a frappé à la porte de la ferme où elle dormait. 3 coups rapides, puis un temps, puis un dernier coup, exactement comme on lui avait appris. Quand elle a ouvert, un homme se tenait là, manteau humide, visage fermé. Il ne s'est pas présenté. Il a simplement dit, en français à voix basse, « Ils ont arrêté un radio hier, à Caen. Ils fouillent en large, ils remontent sans vers ici. » Le mot « radio » n'avait pas besoin d'explication. Dans leur bouche, ça voulait dire « quelqu'un a parlé sous la douleur, quelqu'un a donné un détail, une habitude, une adresse, un nom de ferme, ou même juste une description vague. » Et ça suffisait. Les Allemands n'avaient pas besoin de certitude, seulement d'une direction. Phyllis a refermé la porte sans bruit. Dans la cuisine, la lampe projetait un cercle pâle sur la table.
Le chat a levé la tête, indifférent. L'homme au manteau humide s'est essuyé le front d'un revers de manche. « Ils ont pris qui ?» a-t-elle demandé. Il a hésité comme si le nom était un clou. Un garçon du coin. Pas du réseau, juste un relais. Ils l'ont trouvé avec une batterie dans une grange. Ça leur suffit pour croire qu'il y en a d'autres. Phyllis a senti le sol se dérober légèrement, pas sous ses pieds, dans son estomac. Une batterie, une chose stupide, une erreur d'amateur ou un piège. Dans tous les cas, ça signifiait que les contrôles alors se multipliaient, que les patrouilles s'attarderaient dans les fermes, que les gendarmes collaborants deviendraient plus zélés, que des gens ordinaires seraient interrogés juste parce qu'ils avaient un visage connu. Elle a pris une décision sans le dire. Plus de radio ici. Plus d'habitude, plus de lieux où on peut imaginer la retrouver. Le confort, même minuscule, tué. « Où est-ce la caisse ?» a demandé l'homme. Phyllis a monté au grenier, a soulevé une planche, a sorti le boîtier enveloppé dans un tissu, elle l'a tenu une seconde contre elle, comme si la radio avait un poids moral. Elle a redescendu et l'a posée sur la table. « On la bouge avant l'aube », a-t-elle dit. L'homme a hoché la tête. La femme du réseau, celle au panier, est entrée sans frapper, les joues rouges de froid. « Il y a une voiture allemande à la sortie du village », a-t-elle soufflé. Ils s'arrêteront chez tout le monde, ils demandent les papiers, même à la boulangerie. La cuisine s'est remplie d'un silence tendu, comme une corde qu'on tire. La vieille femme a serré son tablier, comme si le tissu pouvait la protéger. Phyllis a regardé chacun, vite, sans s'attarder. Elle n'avait pas le droit de s'excuser. Pas le droit de dire « je suis désolé de vous mettre en danger ». Dans ce monde-là, les excuses étaient une forme de faiblesse. Elle donnait l'impression qu'il y avait une option. « Je sors au marché demain », a-t-elle dit. Comme d'habitude. Je veux voir ce qu'ils font, qui contrôle, qui parle. La femme au panier l'a fixé. Incrédule. « Tu veux sortir ? Maintenant ? » « Maintenant, c'est précisément quand il faut sortir, » a répondu Phyllis. « Si je reste cachée, je deviens suspecte. » Elle a pensé à l'entraînement, aux phrases courtes, à la fatigue crédible. Demain, elle serait une réfugiée parisienne qui cherche du pain et du savon, pas une opératrice radio. Elle serait agacée, pas nerveuse. Elle se plaindrait du rationnement, elle raconterait un détail idiot sur une tante. Elle se ferait petite. Ils ont caché la radio dans un double fond de panier, sous des pommes et des poireaux. Pas élégant, mais suffisant. Puis ils ont convenu d'un point de chute, une grange près d'un chemin creux, à la limite de 2 communes. Si la ferme était perquisitionnée, personne ne devait courir à l'autre. On ne court jamais vers un refuge, on court vers une catastrophe. À l'aube, le village semblait paisible. C'était ça, le pire. Les volets, les fumées de cheminée, les pas des femmes qui allaient au puits. La guerre se cachait dans les détails. Un panneau en allemand sur la mairie. Une affiche de réquisition. Un soldat qui fume en appui contre un mur comme s'il gardait une porte de théâtre. Phyllis a pris le chemin du marché avec un sac en toile et un visage fermé. Elle avait appris à Teich être une personne avant même de parler. Les gens du coin n'avaient pas besoin qu'elle se présente. Ils avaient déjà une histoire pour elle. La petite de Paris. Celle qui a perdu quelqu'un. Celle qui ne dit pas grand-chose. Au carrefour, une barrière de fortune. 2 soldats allemands, un sous-officier et un gendarme français. Le gendarme tenait un carnet, le stylo prêt, les yeux fuyants. Phyllis a senti une colère rapide, presque chaude, puis l'a écrasée immédiatement. La colère brouillait la voix. « Papiers !» a dit le sous-officier. Elle a sorti ses papiers d'une main stable. Le gendarme a jeté un regard, puis a plissé les yeux en lisant le lieu de naissance. Elle a vu dans son hésitation le danger. Ce petit temps en trop où quelqu'un commence à réfléchir. « Afrique du Sud » a murmuré le gendarme en français, comme s'il parlait à elle seule. Phyllis a haussé les épaules, exactement comme une fille qui en a marre d'expliquer. « Mon père était médecin, on voyageait, vous savez, avant. » Avant, le mot qui rend tout acceptable. Avant, le monde était normal. Avant, les papiers pouvaient être étranges. Le sous-officier a tapoté le document, puis a rendu la carte. Il n'a pas souri. Mais il a fait un signe de la main. Passe. Elle a traversé le cœur calme par discipline, et seulement quand elle a été à 50 mètres, elle a permis à ses doigts de se détendre dans sa poche. Au marché, les voix éternées basses. Les gens parlaient en se penchant, comme si les mots eux-mêmes pouvaient être interceptés. Phyllis a acheté du pain noir, 2 œufs, un morceau de savon. Elle a écouté. Elle ne devait pas poser trop de questions. On ne pose pas de questions au marché. On laisse les autres parler parce qu'ils ont besoin de parler.
une femme a raconté qu'un train militaire était passé de nuit, plein de chars bâchés. Un homme a dit que des soldats avaient été vus sur la route de Bayeux, plus nombreux que d'habitude. Un gamin a répété, fier, qu'il avait entendu un officier dire « côte » et « batterie ». Des fragments, encore. Phyllis les a pris comme des cailloux, un par un, sans montrer qu'elle les gardait. Et puis, au bout des étals, elle a aperçu quelque chose de plus inquiétant qu'un uniforme. Un homme en civil, une silhouette trop propre pour être d'ici, qui ne regardait pas les légumes. Il regardait les visages. Il ne cherchait pas des prix. Il cherchait des réactions. Elle a continué à avancer. Elle a fait semblant de compter ses pièces. Elle a ri à une remarque qui n'était pas drôle. Elle a fait exactement ce qu'on attendait d'une inconnue. Rien. L'homme en civil s'est déplacé en même temps qu'elle. Un mouvement discret mais trop synchronisé pour être un hasard. Elle a senti la pression monter derrière ses yeux et elle a choisi une sortie simple. La foule. Elle s'est glissée entre deux paysannes, s'est arrêtée brusquement devant un étal, a reculé comme si elle avait oublié quelque chose. L'homme en civil a hésité une fraction de seconde. Juste assez. Phyllis a compris qu'elle était peut-être repérée ou au moins remarquée. Ce n'était pas encore une arrestation. C'était pire. L'incertitude. Elle n'a pas couru. Elle alla marcher vers l'église parce que les gens marchent vers l'église. Elle est entrée, a trempé ses doigts dans l'eau bénite, a fait un signe de croix maladroit comme quelqu'un qui a oublié les gestes. Elle s'est assise au fond, a baissé la tête. 2 minutes. 3. Quand elle est ressortie, l'homme en civil n'était plus là. Ou bien il était là, mais ailleurs, hors de son angle. Sur le chemin du retour, elle a pris une route plus longue, a fait un détour par des champs, comme une femme qui va chercher du bois. Elle s'est arrêtée près d'un fossé et a écouté. Rien. Un corbeau. Le vent. À la grange du point de chute, la femme au panier l'attendait, pâle. Ils sont passés à la ferme, a-t-elle dit. Pas longtemps. Ils ont regardé, ils ont demandé. Ils reviendront. Phyllis a posé son sac au sol. Elle a regardé le ciel bas de février. Elle n'avait plus le choix. La radio devait partir, et elle devait transmettre ce qu'elle venait de comprendre. Le filet se resserrait, et quelqu'un, quelque part, avait peut-être déjà commencé à la décrire. Cette nuit-là, elle a fait un pari dangereux. Transmettre une dernière fois depuis un endroit improvisé sous 6 minutes, avec des informations assez précises pour être utiles, sans laisser le moindre fil à suivre. Et pendant qu'elle réglait la fréquence dans l'ombre de la grange, elle a entendu, très loin, le bruit d'un moteur qui s'arrêtait. Le moteur s'est coupé une première fois, puis a repris comme si le conducteur hésitait. Dans la grange, l'air sentait la paille humide et le vieux métal. Phyllis avait déjà les doigts sur les molettes, la fréquence réglée, le code en tête. Tout était prêt, sauf une chose, le temps. Elle a posé son regard sur la femme au panier. Pas besoin de grands discours. Un signe bref a suffi, dehors, maintenant. Elles ont glissé la caisse sous une bâche, l'ont poussée derrière des sacs de grains, puis Phyllis a refermé le double fond du panier. Les gestes étaient trop précis pour être des gestes de peur. C'étaient des gestes d'habitude, et l'habitude, dans ce métier, remplaçait la panique. Des pas ont crissé sur les cailloux. Une portière a claqué. Une voix allemande a lancé une phrase courte, sèche, pas un salut. Un ordre. Phyllis a pris le seau posé près de la porte, l'a rempli à moitié à la pompe extérieure et a marché en revenant vers l'entrée comme si elle s'apprêtait à nourrir des bêtes. Le seau tirait sur son bras. La douleur simple du poids l'a aidé à rester dans le présent. Un soldat est apparu à l'angle. Jeune, les joues rouges, un fusil en bandoulière. Derrière lui, l'homme en civil du marché. Celui qui regardait les visages. Le civil n'a pas souri. Il n'a pas non plus sorti une arme. Il s'est contenté d'observer Phyllis comme on observe un mensonge qui cherche sa place. Son regard a balayé ses mains, ses vêtements, ses chaussures pleines de boue. Il a capté le lacet plat dans ses cheveux. « Vous habitez ici ?» a-t-il demandé en français sans accent, ce qui était encore plus inquiétant. Phyllis a haussé les épaules, s'est essuyé le front avec le poignet comme une fille qui travaille dehors. « Je donne un coup de main. Je dors à côté, parfois. Ça dépend. » Toujours des réponses qui restent vagues sans paraître évasives. Une partie de sa tête comptait déjà. Combien de secondes avant que la scène bascule ? Combien avant qu'un soldat entre dans la grange par simple ennui ? Le civil a fait un pas, lent, et a pointé du menton la porte de la grange. On cherche des gens qui cachent du matériel. Radio, armes, papier. Le soldat a serré son fusil comme si le simple mot « arme » l'excitait.
Phyllis a laissé un silence s'installer. Juste assez pour faire croire qu'elle comprend mal, pas assez pour avoir l'air de réfléchir. Puis elle a fait ce que font les gens honnêtes quand ils sont accusés. Elle s'est vexée. Des radios? Ici? Vous croyez qu'on a les moyens? On n'a même pas de sucre. Elle a penché légèrement le seau pour que l'eau se répande un peu sur le sol, une maladresse utile, un détail de fatigue. Le civil l'a regardé faire et un muscle a tressailli près de sa mâchoire. Il n'aimait pas l'imprévu, tant mieux. La femme au panier est sortie derrière elle exactement au mauvais moment, comme si elle n'avait pas entendu. Elle a joué le rôle d'une paysanne excédée. Qu'est-ce qu'il y a encore? A-t-elle lancé. On n'a plus le droit de respirer? Le soldat a répondu en allemand, trop vite. Le civil a levé une main pour le couper. Il s'est approché du panier, a soulevé le coin de tissu. Il a vu des poireaux, des pommes, une bouteille, rien qui parle. Phyllis a senti son dos se mouiller, pas de pluie, de l'intérieur. Le civil a reposé le tissu, puis a sorti un carnet de sa poche, l'a ouvert à une page où il y avait des lignes, des noms peut-être, des descriptions. Au marché ce matin, a-t-il dit, vous êtes entré dans l'église. Pourquoi? La question semblait anodine. Elle ne l'était pas. C'était une pique. Il vérifiait si elle se souvenait de son propre improvisé, si elle avait une raison crédible, si elle paniquait. Phyllis a soufflé, agacée comme si la question la fatiguait. Parce que ma mère allait à l'église quand elle avait peur, et que là, on a tous peur. Elle a prononcé ma mère sans pathos, sans trembler. Elle a laissé la phrase tomber, simple, universelle. Le civil a attendu, comme s'il espérait un détail de trop. Elle n'a rien ajouté. Derrière eux, un bruit de moteur a de nouveau grondé, plus loin sur la route. Le soldat a tourné la tête. Le civil aussi, et Phyllis a senti l'ouverture. Une seconde de distraction, une faille minuscule. Vous pouvez fouiller, a-t-elle dit brusquement. Fouiller. Mais après, vous allez aussi expliquer à la fermière pourquoi ces bêtes n'ont pas mangé. Elle a avancé vers la grange en faisant mine d'ouvrir grand la porte. C'était un geste dangereux, presque insolent. Mais les gens simples, humiliés, deviennent parfois insolents. Ça rendait la scène crédible. Le soldat a fait un pas pour la suivre. Le civil l'a stoppé du bras. Pas nécessaire, a-t-il dit, et son ton n'a pas plu au soldat. Puis de plus bas, à Phyllis, on reviendra. Il a dit ça comme une promesse. Ils sont repartis sans entrer. La portière a claqué à nouveau. Les pneus ont crissé. Le moteur s'est éloigné. Phyllis n'a pas bougé tout de suite. Elle a attendu longtemps, plus longtemps que la raison ne l'exigeait, parce que l'expérience lui avait appris que la peur adore les retours. Puis elle a reposé le seau, s'est tournée vers la femme au panier et a parlé enfin d'une voix très basse. Ce n'était pas une patrouille au hasard. La femme a blêmi. Alors on fait quoi? Phyllis a regardé la grange, la route, les champs. Elle a senti très clairement que le village venait de devenir un piège lent. Pas aujourd'hui, peut-être. Pas demain. Mais bientôt. On bouge tout, cette nuit, et je transmets ailleurs, une seule fois. Cours. Elles ont sorti la caisse, l'ont enveloppée dans un sac, puis ont attendu que le soir tombe, chacune jouant son rôle dans le village comme si rien ne s'était passé. Phyllis a aidé à porter du bois, a réparé une clôture, a ri à une phrase banale, a vécu une journée ordinaire avec la précision d'une comédienne. Quand la nuit a enfin recouvert les routes, elles ont traversé les champs jusqu'à une maison isolée, plus loin, une bâtisse basse où un vieux couple vivait presque en silence. L'homme a installé la radio dans une remise, sous des outils. La femme a posé une assiette devant Phyllis, sans un mot. Phyllis a mangé vite, a réglé la fréquence, a attendu l'heure. À l'instant exact, elle a tapé son message. La présence d'un civil qui observait, les contrôles, les rumeurs de mouvements militaires, et ce sentiment précis que quelque chose se préparait sur la côte. Elle s'est arrêtée avant les 6 minutes, a coupé net, a démonté, puis elle est restée assise, dans l'obscurité de la remise, à écouter le silence redevenir normal, comme si le silence lui-même devait confirmer qu'elle avait eu raison. Les jours suivants, elle a changé de peau comme on change de chemise, sans cérémonie. Un matin, elle était la petite Parisienne trop fière pour demander de l'aide. Le lendemain, elle devenait celle qui rend service, qui porte un seau, qui sait réparer une charnière. Dans un village occupé, l'invisibilité se fabrique avec des détails. Être vu souvent mais jamais remarqué. Dire bonjour sans s'arrêter. Sourire sans offrir d'intimité. La radio, elle, n'avait plus d'adresse. Ils l'ont fait tourner de ferme en ferme,
parfois d'une remise à une cave, parfois dans un clapier vide, parfois dans un grenier où l'odeur de foin couvrait celle du métal. Chaque déplacement était une opération en soi. Éviter les routes, varier les horaires, ne pas répéter les chemins. Phyllis apprenait les distances en comptant les battements de son cœur, la position des haies à la texture de leurs branches, la présence d'une patrouille au silence soudain des chiens. Elle a compris aussi une règle que personne ne lui avait vraiment enseignée, parce qu'elle est impossible à enseigner. Un réseau ne se perd pas seulement par trahison. Il se perd par fatigue. Les gens s'épuisent. Ils font une erreur parce qu'ils n'en peuvent plus d'avoir peur. Alors elle a commencé à alléger la peur des autres. Pas avec de grandes phrases, avec des gestes. Elle apportait du pain quand elle pouvait. Elle aidait à traire, à réparer, à porter. Elle faisait en sorte que sa présence ressemble à une bouche de plus à nourrir, pas à une bombe sous la table. Elle payait en pièces et en silence, et quand quelqu'un voulait lui raconter une rumeur en se penchant trop près, elle le coupait d'un regard ferme, presque dur, pas ici, pas maintenant. Le vrai travail a commencé quand elle a reçu, par une main anonyme au marché, un petit billet plié dans un paquet de savon. Rien d'écrit en clair, juste un signe convenu et une indication « vélo ». Son nouveau terrain, c'était la route. On lui a trouvé une bicyclette trop grande pour elle, lourde, grinçante, avec un panier avant où l'on pouvait mettre des œufs, du linge, et parfois, quand la nuit tombait, la caisse de la radio enveloppée dans des chiffons. Elle a pédalé dès le premier jour comme si elle avait toujours vécu ici, comme si ses jambes avaient grandi sur ces chemins. Et très vite, elle a compris l'avantage. À pied, on est suspect. En voiture, on attire l'attention. À vélo, on est une partie du décor. Elle a commencé à vendre des choses, du savon, des aiguilles, des rubans, des bricoles qu'on troquait contre une information. Une femme, ça circule. Une femme, on sous-estime. Une fille mince, les cheveux tenus par un lacet, on l'oublie dès qu'elle s'est passée. Elle s'arrêtait aux endroits où les soldats s'ennuyaient, près d'un pont, à un carrefour, devant un dépôt improvisé. Elle parlait assez pour être familière, jamais assez pour être intime. Elle posait des questions comme on pose des questions inutiles. Vous êtes là depuis longtemps ? Vous rentrez quand chez vous ? C'est vrai qu'il va y avoir un débarquement ? Et elle riait d'elle-même comme si elle répétait des bêtises entendues au marché. Les Allemands répondaient parfois par mépris, parfois pour se divertir. Un sous-officier voulait impressionner. Un jeune soldat voulait parler à quelqu'un qui ne le détestait pas ouvertement. Il lâchait un nom de ville, un nombre de camions, une direction. La plupart du temps, il ne réalisait même pas qu'il parlait. Phyllis, elle, gardait tout. Elle retenait les insignes, la couleur des pattes, la manière dont un convoi se formait. Elle comptait les véhicules en faisant semblant de regarder ailleurs. Elle notait mentalement 3 canons, 4 camions bâchés, un half-track, 2 motos. Elle repérait les itinéraires possibles. Elle associait une rumeur à une observation réelle. Et le soir ou la nuit, quand le lieu était sûr, elle transformait cette boue d'information en message clair pour Londres. Chaque transmission la faisait vieillir d'un jour. Pas parce qu'elle avait peur au moment de taper. La peur, elle la sentait surtout après, quand tout était fini, quand il fallait continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Après, quand un bruit de moteur la faisait se redresser. Après, quand un chien aboyait trop longtemps. Après, quand elle rentrait dans une cuisine et qu'on lui servait une soupe en évitant son regard, parce que les gens devaient aimer sans trop s'attacher. Une nuit, la radio était installée dans une petite maison au bout d'un chemin de terre. L'homme qui habitait là avait une main abîmée, un pouce mangé par une vieille machine. Il ne parlait jamais de politique. Il avait juste dit, en la faisant entrer, « Ici, on n'aime pas les Allemands ». Ça suffisait comme serment. Phyllis a réglé la fréquence, a commencé à taper. 3 minutes, 4. Puis, dehors, un bruit étrange, un grondement bas, régulier, pas celui d'une moto. Elle s'est figée une fraction de seconde, a continué à taper 2 phrases de plus, puis s'est arrêtée net à 5 minutes. Elle a coupé, démonté, refermé tout en moins de 30 secondes. Elle a éteint la lampe. Dans l'obscurité, elle a entendu la voiture passer au loin, lentement, comme si elle cherchait. Un moteur qui ne s'arrête pas, qui tourne, qui glisse sur la route et qui revient. Les équipes de radiogoniométrie. Elle en avait entendu parler, mais c'était la première fois qu'elle entendait le son réel de la chasse. L'homme à la main abîmée a murmuré « Ils sentent quelque chose ». Phyllis n'a pas répondu. Elle a juste pris la radio, l'a glissée dans le sac, et ils sont sortis par l'arrière dans un jardin noir.
Ils ont traversé un champ, courbé, les chaussures dès qu'ils s'enfonçaient dans la terre humide. La voiture a repassé, plus près cette fois. Un faisceau a balayé les arbres. Ils se sont jetés dans un fossé. Phyllis a senti la boue contre sa joue, froide, épaisse. Elle a tenu son souffle jusqu'à ce que ça brûle. Le faisceau s'est éloigné, le moteur aussi. Mais la certitude était là, lourde. Ce n'était plus seulement des contrôles. C'était une chasse méthodique. Le lendemain, au marché, elle a revu l'homme en civil, pas à 2 mètres, à l'autre bout de la place. Il ne semblait pas la chercher directement. Il semblait confirmer quelque chose. Elle l'a vu parler au gendarme, lui montrer un carnet. Le gendarme a hoché la tête mal à l'aise. Puis le civil a tourné la tête et ses yeux ont croisé les siens une seconde. Une seconde trop longue. Phyllis a baissé le regard comme si elle était une fille qu'on intimide. Elle a pris un pain. Elle a payé. Elle a quitté la place sans presser le pas. À l'angle d'une ruelle, elle a changé de direction, puis encore, puis elle a rejoint un chemin de traverse qu'elle n'avait jamais pris. Le soir, quand elle a enfin retrouvé un point sûr, elle a transmis une chose différente. Le soir, quand elle a enfin retrouvé un point sûr, elle a transmis une chose différente. Pas des chiffres, pas des routes, pas des wagons. Elle a transmis un avertissement. Quelqu'un en civil la suivait. Un homme qui parlait français, sans accent, qui ne regardait pas les légumes, qui regardait les visages. Un homme qui travaillait avec un gendarme. Un homme qui semblait chercher moins une preuve qu'une confirmation. Elle a envoyé ça en code, sec, sans adjectif, comme on jette une pierre dans une rivière. Si Londres comprenait, Londres agirait. Puis elle a démonté la radio, l'a essuyée, l'a emballée dans un linge et elle a changé de maison avant même que la soupe finisse de refroidir. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Ou plutôt, elle a dormi par morceaux, 10 minutes ici, 5 minutes là, le corps affalé sur une paillasse, l'oreille dressée comme celle d'un animal. Chaque craquement de bois devenait un pas. Chaque souffle de vent devenait une portière. Quand l'aube est arrivée, grise et lourde, elle avait déjà pris une décision que sa bouche n'avait pas encore formulée. Elle devait sortir du secteur. C'était une règle non écrite. Quand un endroit commence à vous reconnaître, il devient dangereux. Le village l'avait adoptée trop vite. On avait pris l'habitude de la voir. Et cette habitude, l'homme en civil pouvait la retourner contre elle en une seule phrase. « Vous la connaissez ? Elle vient d'où ? Elle dort où ? » Elle a demandé un rendez-vous à un contact qui ne devait jamais être vu près d'elle. Le message a voyagé par des mains qui n'avaient pas de nom. Une miche de pain passée de comptoir en comptoir, une épingle plantée à l'envers dans un col, un mot soufflé à une vieille qui vendait des œufs. Le rendez-vous était simple, un banc derrière le cimetière à l'heure où le curé sortait. Phyllis s'y est assise comme une fille qui attend quelqu'un, les mains sur ses genoux, le visage absent. Un homme est venu, pas tout jeune, costume râpé, moustache trop soignée. Il s'est assis à l'autre bout du banc sans la regarder. « On a compris ton problème », a-t-il dit en français, très bas. « Tu as été vu. »« Oui. »« Tu as transmis combien de fois depuis 3 semaines ?» Elle a répondu avec exactitude. Le silence de l'homme a été une réponse en soi. « Ils ont une équipe qui tourne, » a-t-il murmuré, « et ils ont quelqu'un qui réfléchit. Pas seulement un idiot qui fouille, quelqu'un qui fait des liens. » Phyllis a senti une colère froide, pas contre lui, contre la situation. Elle avait respecté les 6 minutes. Elle avait bougé, elle avait changé, et pourtant, un détail, un hasard, une seconde de trop au marché, et la machine se mettait en route. « Je dois partir », a-t-elle dit. « On peut te faire passer vers un autre secteur, plus près de Rouen, moins de contrôle. Mais tu ne pars pas seule. » Elle a tourné la tête pour la première fois. Avec qui ? L'homme a hésité, puis a lâché un nom de code qu'elle ne connaissait pas. Ça voulait dire quelqu'un d'autre, un lien minimal, une escorte qui n'était pas une amie. Le réseau ne donnait jamais des amis. Il donnait des fonctions. Ils ont convenu d'une date, 2 nuits plus tard. Un chemin qui longeait une rivière, une camionnette de laitier. Une grange où se cacher si ça tournait mal. Phyllis est repartie du cimetière en s'obligeant à marcher lentement. Les morts, eux, n'avaient plus besoin de prudence. Les vivants, si. Les 2 jours suivants, elle a joué une dernière fois la fille du village. Elle a aidé à porter des sacs. Elle a ri à une histoire. Elle a réparé un loquet. Elle a même été au marché, brièvement, juste assez pour être vue, juste assez pour ne pas laisser un trou dans la routine. Elle a aperçu l'homme en civil, encore, plus loin. Cette fois, il ne l'a pas regardée.
Il parlait à un autre civil. Un collègue, un supérieur? Phyllis n'en savait rien. Elle a seulement senti, dans la posture du premier, une assurance nouvelle comme si quelque chose avait été confirmé. La nuit du départ, il a plu. La pluie est une bénédiction et un piège. Elle efface les traces, mais elle rend les vêtements lourds et les chemins glissants. Phyllis a enfilé une jupe épaisse, un manteau terne, un foulard. Dans ses cheveux, le lacet. Toujours le lacet. Ce détail banal qu'elle ne quittait pas parce qu'il la rendait vraie. Dans sa poche, un petit paquet d'argent, une lame fine et rien d'autre. La radio, elle, partait séparément, déjà en route par d'autres mains. Elle a quitté la ferme par l'arrière, a traversé un jardin, puis un champ. Chaque pas faisait un bruit mou dans la terre. Elle a rejoint le chemin creux, là où les arbres se rejoignent comme une voûte. À 100 mètres, une silhouette l'attendait sous un chêne. L'escorte. Un homme jeune, trop jeune pour être rassurant, le visage fermé, une casquette enfoncée. Il ne s'est pas présenté. Il a juste fait un signe du menton « Suis ». Ils ont marché longtemps sans parler. La rivière à leur droite faisait un bruit constant qui couvrait le reste. Au loin, des chiens. Parfois, un éclat de phare sur une route. Phyllis comptait les minutes, non pas pour l'heure, mais pour le contrôle de sa respiration. Quand on cesse de compter, l'imagination commence. Ils ont atteint la grange au moment où la pluie s'est calmée. Une bâtisse basse, sombre, isolée. Une camionnette devait arriver, les prendre, les emmener vers un autre secteur. Simple, rapide, ils se sont glissés à l'intérieur. L'odeur de foin, de bête. Le jeune homme a écouté, la tête tournée vers la route. Phyllis s'est accroupie près d'une pile de sacs, a posé une main sur le bois humide. 2 minutes, 3. Puis un bruit qui n'était pas celui d'une camionnette de laitier. Un moteur plus lourd, plus tendu. Un frein, une portière. Le jeune homme a juré à voix basse. Phyllis s'est figée. Dans l'ouverture de la grange, un faisceau de lampes a balayé la paille comme une langue blanche. « Polizei » a crié une voix. Pas soldat, pas Wehrmacht, Polizei. Un autre mot, une autre énergie. La chasse. Phyllis a reculé sans bruit, cherchant une sortie arrière. Il y en avait une, étroite, bouchée par des outils. Le jeune homme a attrapé son bras, a essayé de la tirer vers un angle. « Ne bouge pas », a-t-il soufflé. « Peut-être qu'il reparte. » Elle a senti que c'était faux. Il ne criait pas « Polizei » pour repartir. Il savait. Les pas se sont rapprochés. Une botte a frappé le sol. Un ordre a claqué, plus proche, en allemand. Et puis, au milieu des voix, elle a entendu une phrase en français, dite calmement, presque avec satisfaction. Elle est là, la petite de Paris, l'homme en civil. Phyllis a relevé la tête, et dans l'ouverture, elle a distingué sa silhouette, bien droite, comme s'il venait vérifier un résultat. Derrière lui, 2 soldats armés. Le jeune homme a lâché le bras de Phyllis et a fait un mouvement stupide, un demi-pas, comme s'il allait courir. Un soldat a levé son fusil. « Non », a dit Phyllis, sèchement, en français. Trop tard. Le jeune homme a tenté quand même. Un coup de crosse l'a envoyé au sol avec un bruit sourd. Phyllis n'a pas crié. Elle a serré les dents. Le civil a avancé d'un pas, s'est penché légèrement, et a regardé Phyllis comme on regarde un problème qu'on a enfin résolu. « Vous avez été prudente », a-t-il dit. Ça a pris du temps. Elle n'a pas répondu. Répondre, c'était donner. Même un mot. Un soldat lui a attrapé le bras, a tordu assez pour faire mal, pas assez pour casser. Un autre a fouillé ses poches. Ils n'y ont trouvé presque rien, et c'est ça qui a fait sourire le civil. « Vous êtes intelligente », a-t-il murmuré, « mais pas invisible. » Ils l'ont sorti de la grange sous la pluie fine, l'ont poussé vers un véhicule sombre garé sur le chemin. Le jeune homme était traîné derrière, gémissant. Phyllis a levé les yeux une seconde vers les arbres noirs, vers la rivière, vers la nuit qui continuait comme si rien ne comptait. Puis la portière a claqué. L'intérieur du véhicule sentait le cuir mouillé et la fumée froide. 2 soldats se tenaient face à elle, genoux écartés, fusils posés sans nonchalance, comme s'ils avaient tout le temps. Phyllis avait les mains liées devant elle, juste assez serrées pour lui rappeler qu'elle n'avait plus la main, pas assez pour couper la circulation. Le jeune escorte était au fond recroquevillé, un filet de respiration courte, le regard perdu quelque part entre la honte et la douleur. Le civil, lui, avait pris place à l'avant, à côté du chauffeur. Il ne se retournait pas. Il n'avait pas besoin. Il savait qu'elle était là, et cette certitude lui suffisait. La voiture a roulé longtemps sur des routes secondaires, cahotant dans les trous, évitant les villages. À chaque virage, Phyllis essayait de reconstruire mentalement leur direction,
comme on reconstruit une carte à partir d'un bruit de rivière, d'une montée, d'un sol plus sec. Mais la pluie effaçait tout, et l'obscurité rendait les repères inutiles. Il voulait qu'elle se perde avant même d'arriver. Enfin, ils ont ralenti. Une grille a grincé. Le moteur s'est éteint. On a ouvert la portière, et l'air dehors était plus froid, plus net, chargé de l'odeur d'un bâtiment en pierre. Ils l'ont fait descendre sans brutalité spectaculaire, juste avec la fermeté de gens qui savent qu'ils ont gagné un point. Elle a levé les yeux. Une maison réquisitionnée, trop grande pour être une ferme, trop modeste pour être un château, des fenêtres noires, 2 sentinelles sous un porche. Un drapeau pendait, lourdeau. Rien d'extraordinaire et pourtant tout était différent. Ici, ce n'était plus l'occupation du quotidien. C'était l'appareil. On l'a conduite dans un couloir, des portes fermées, des voix étouffées, une machine à écrire quelque part, régulière comme un métronome. Le jeune homme a été emmené ailleurs. Il a essayé de parler, un mot, peut-être un nom, et un soldat lui a coupé la phrase d'un geste sec. Phyllis a compris. Ils allaient les séparer, les casser séparément. Une pièce, une table, une ampoule nue, une chaise. On l'a assise, on a retiré la corde de ses poignets, puis on a laissé la porte ouverte comme une mise en scène de contrôle. Pas besoin de verrou quand l'endroit entier est une serrure. Le civil est entré après quelques minutes, seul, sans manteau, comme s'il venait d'un bureau voisin. Il a posé un carnet sur la table, puis une cigarette qu'il n'a pas allumée. « Vous savez qui je suis » a-t-il demandé. Phyllis a secoué la tête. « Pas trop, juste assez. Je suis celui qui vous a suivi depuis le marché, a-t-il dit avec une douceur irritante. Celui que vous avez essayé de semer dans l'église. C'était habile, presque touchant. Elle a gardé le visage vide. Son entraînement n'avait pas consisté à devenir courageuse, il avait consisté à devenir ennuyeuse. Votre nom a-t-il repris ? Jeanne, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée comme si elle cherchait. Jeanne Martin. Il a souri, sans joie. Jeanne Martin, née en Afrique du Sud, qui parle plusieurs langues, qui se déplace beaucoup, qui n'a pas de famille réelle ici, qui a toujours une raison d'être près des routes, près des dépôts, près des points où passent les convois. Il ne parlait pas pour obtenir une réponse, il parlait pour l'écraser avec sa logique. « Vous êtes une opératrice radio, a-t-il continué, pas une simple messagère. Je le sais parce que j'ai vu ce que vous faites. Vous écoutez, vous retenez, vous n'ouvrez pas la bouche pour rien. » Phyllis a haussé légèrement les épaules, comme quelqu'un qui ne comprend pas l'obsession d'un homme en costume. « Je vends du savon, a-t-elle dit. Le civil a tapoté le carnet. On a arrêté un garçon près de Caen. Une batterie. Vous connaissez l'histoire. Vous avez eu peur, vous avez bougé. Ensuite, des signaux ont été détectés dans 3 secteurs différents, à des heures qui correspondent à vos déplacements. Ce n'est pas une preuve au tribunal. Mais ici, nous n'avons pas besoin d'un tribunal. Il a enfin allumé sa cigarette, lentement, avec une petite satisfaction de bureaucrate. « Ce que je veux, a-t-il dit, c'est la radio, le réseau, les noms, les adresses, et l'endroit où vous transmettez vers Londres. » Phyllis n'a pas répondu. Le civil a soufflé la fumée vers le plafond. « Je vais vous dire comment ça se passe, » a-t-il ajouté, comme s'il expliquait une règle de jeu. « Vous allez d'abord mentir. Ensuite, vous allez vous fatiguer. Ensuite, vous allez vous demander si tout cela vaut la peine. Et à la fin, vous parlerez, parce que tout le monde parle. » Il a penché la tête, a fait glisser une feuille sur la table, une page blanche comme celle du bureau à Londres, une ironie parfaite. « Écrivez-moi simplement un nom. Un seul. Pour commencer. » Phyllis a regardé la feuille, puis le crayon. Dans sa tête, une phrase de l'entraînement est revenue, froide. « Ne discute pas, ne te bats pas, économise ton énergie. Le temps est ton seul allié. Si tu tiens assez longtemps, quelque chose arrive. Un raid, une erreur, un transfert, une faille. » Elle a pris tâche, elle a pris le crayon. Le civil a retenu son souffle, presque imperceptiblement. Phyllis a écrit un nom réel, mais inutile. Celui d'une vieille femme qu'elle avait croisée une fois et qui n'était liée à rien. Un nom commun qui pouvait être partout. Elle l'a écrit avec l'air d'une fille qui cède, juste un peu, pour que l'homme croie qu'elle est un mécanisme qu'on peut régler. Le civil a lu, a hoché la tête, puis a levé les yeux vers elle. « Ah, très bien, a-t-il murmuré. Voilà. Vous voyez comme c'est simple. Phyllis a compris l'avantage. Tant qu'il pensait qu'elle céderait par morceaux, il ne chercherait pas à la briser trop vite. Il prendrait son temps. Et ce temps, elle pouvait le voler.
Les heures suivantes ont été une répétition calculée. On l'a laissé seul longtemps pour que son esprit tourne. On revenait avec les mêmes questions. On changeait de visage, un soldat impatient, une secrétaire qui notait, un autre homme plus brutal dans la voix. On lui apportait de l'eau, puis plus rien. On lui donnait un morceau de pain, puis on le retirait en lui disant qu'elle n'avait rien mérité. Phyllis jouait son rôle avec une précision presque mécanique. Elle disait peu. Elle se trompait volontairement sur un détail, puis se corrigeait. Elle donnait des demi-vérités sans conséquence. Des lieux déjà brûlés, des noms de gens déjà morts, des adresses de qui n'étaient que des repères vides. Elle mélangeait les éléments pour salir la piste. Son seul objectif était de rester vivante et de rester utile à l'extérieur, même depuis l'intérieur. Au 3e jour, ou au 4e, elle ne savait plus, parce qu'ils avaient pris sa notion d'heure, on l'a déplacée. Un couloir plus long, une porte plus lourde, une cellule plus petite. Et là, enfin, la première fissure imprévue. Dans la cellule voisine, quelqu'un toussait. Pas une toux de malade. Une toux discrète, rythmée. 2 fois, puis une pause, puis une fois. Le genre de rythme qu'on apprend à reconnaître quand on a grandi entre les langues et les codes. Phyllis s'est figée, l'oreille tendue, le cœur redevenu clair. La toux a recommencé. 2 fois. Pause. Une fois. Elle a compris. Ce n'était pas une toux. C'était un signal. Elle a posé sa main sur le mur, très doucement, comme si elle cherchait une fissure. Elle a tapé une réponse minuscule, presque rien, un geste de fatigue. Le mur a renvoyé un autre rythme, plus sûr, plus précis. Quelqu'un, à côté, parlait morse. Et ce quelqu'un, visiblement, savait qui elle était. Elle était restée immobile, la paume posée contre la pierre froide, comme si sa main pouvait absorber le message. Le signal a recommencé, plus net, avec un rythme qui ne laissait aucune place au doute. Un opérateur, pas un paysan qui a appris 3 lettres, quelqu'un entraîné. Phyllis a répondu en tapant très doucement, juste assez pour que le mur transmette la vibration. Qui ? La réponse a pris quelques secondes, comme si l'autre hésitait à offrir la moindre information. Anglais, militaire, elle a senti son souffle se bloquer. Ici, dans ce bâtiment, où tout était organisé pour les isoler, il y avait un soldat britannique à un mur d'aile. Ce n'était pas une chance, c'était une anomalie. Et les anomalies, soit vous les utilisez, soit elles vous écrasent. Phyllis a tapé « Non ». Le mur a rendu « Sergent ». Pas de nom. Pas ici. Prudent. Bien. Il savait. Elle a changé de question. Tu sais où on est ? Cette fois, la réponse est arrivée plus vite. Près de Caen. Poste de la CIPO, transfert vers Paris. Phyllis a fermé les yeux. Paris. Ça signifiait une autre phase. Plus d'archives, plus de cellules, plus de monde, donc plus de chaos aussi. Le chaos, parfois, était une porte. Elle a tapé « Ils savent pour moi », le sergent. Ils soupçonnent. Ils cherchent radio, ils te gardent vivante. Phyllis a eu une envie brève de rire, sans joie. Vivante, oui, parce que vivante, elle valait quelque chose. Morte, elle n'était qu'un dossier clos. Le lendemain, ils l'ont sortie tôt. Couloir, escalier, une pièce où la lumière était trop forte. Le civil l'attendait, impeccable, comme s'il n'avait jamais dormi. Sur la table, son carnet. À côté, une tasse de café. Il a bu une gorgée devant elle, lentement, pour lui rappeler qu'il avait le luxe des habitudes. « Alors, Jeanne Martin, a-t-il dit, vous allez continuer à m'aider ?» Phyllis a répondu comme une fille fatiguée, pas comme une agente, une grimace, un souffle. « Je vous ai déjà dit ce que je sais. » Il a feuilleté son carnet comme si les pages étaient des preuves. « Vous m'avez donné des choses, des miettes. Je veux le pain entier. » Elle a gardé les yeux sur la table. Elle connaissait ce jeu. Si elle le regardait trop, il se sentirait défié. Si elle ne le regardait pas du tout, il se sentirait invisible et deviendrait brutal. Il fallait le doser comme du poison. « Vous n'avez pas de radio », a-t-il poursuivi. « C'est ça qui m'intrigue. Tous les autres, on les trouve avec leur boîte. Vous, rien. Pas une fréquence, pas une batterie. Ça veut dire que quelqu'un vous protège. » Il prononçait « quelqu'un » comme une invitation à trahir. Phyllis a haussé les épaules. « Ou ça veut dire que vous vous trompez. » Le civil a souri, puis a fait un signe. 2 soldats sont entrés. Ils n'ont pas frappé, ils n'ont pas parlé. Ils se sont placés derrière elle, juste assez près pour qu'elle sente leur présence. Le civil s'est penché. « Je vais vous donner une dernière chance avant Paris, a-t-il dit. Vous me donnez un nom qui compte et je vous promets un traitement correct.
traitement correct. Une formule propre pour une réalité sale. Phyllis a baissé la tête comme si elle se brisait, et elle a choisi encore un mensonge utile. Un nom déjà compromis, un lieu déjà vidé, quelque chose qui occuperait leur temps sans tuer personne. Elle l'a donné en parlant doucement, presque honteuse. Le civil a noté, satisfait, et elle a compris qu'elle venait de gagner quelques jours. Peut-être. On l'a ramenée dans la cellule. Le mur a attendu la nuit, puis le sergent a tapé, discret, « Ils vont te déplacer ». Phyllis a répondu « Je sais. Paris ». Un silence. Puis « Je viens aussi ». Elle a senti une chaleur brève dans son ventre, pas de réconfort. Une stratégie. À Paris, s'ils étaient dans le même convoi, il y aurait des secondes où l'ordre se fissure. Des secondes, c'était tout ce qu'elle avait. Elle a tapé « Comment tu es tombé ?» La réponse a mis du temps, comme si le sergent pesait chaque mot. Mission Côte. Mauvais contact. Barrage, ils m'ont pris sans radio. Donc lui aussi était propre. Pas de boîte, pas de preuve nette. Un dossier frustrant. Comme elle. Elle a compris pourquoi il le gardait un temps vie. Il devait valoir une monnaie. Les jours suivants, l'air a changé. Les questions se sont faites plus mécaniques, plus administratives. On lui a repris ses empreintes. On a vérifié ses papiers encore et encore, comme si, en les regardant suffisamment, il finirait par avouer. On l'a fait marcher dans des couloirs, attendre dans des pièces froides, s'asseoir face à des hommes qui ne la connaissaient pas mais qui répétaient les mêmes phrases. Et puis, un matin, ils lui ont donné un manteau trop grand et ont serré ses poignets avec un lien neuf. « Dehors », a dit un soldat. Elle a traversé une cour. Un camion attendait, bâché, avec des bancs en bois à l'intérieur. L'air sentait le diesel et la pluie récente. Dans le camion, il y avait déjà 3 prisonniers, des silhouettes qui évitaient les regards. Puis on a fait monter un autre homme. Phyllis l'a reconnu immédiatement, sans l'avoir jamais vu, parce que certaines présences se reconnaissent à la manière d'entrer dans un espace. Le poids mesuré, la tête droite malgré la fatigue, les yeux qui enregistrent tout sans s'accrocher à rien. Le sergent britannique. Il s'est assis en face d'elle, à 2 mètres, et il n'a pas eu l'air de la reconnaître. Parfait. Il a regardé le sol comme un homme battu. Il a même laissé tomber ses épaules. Un jeu très convaincant. Le camion a démarré, les cahots ont fait claquer les dents contre les lèvres. Une route, une autre, des arrêts, des voies. À chaque arrêt, Phyllis comptait les secondes où une portière s'ouvrait, où un soldat descendait, où un autre montait. Elle cherchait une faille, même minuscule. Mais tout était tenu. À un moment, le camion s'est arrêté plus longtemps. Les gardes discutaient dehors. On entendait un autre véhicule, des ordres, un mouvement confus, comme un changement de convoi. Phyllis a levé les yeux vers le sergent. Lui aussi avait levé les siens. Ils se sont regardés une demi-seconde, sans expression. Puis, à peine visible, il a bougé son index contre son genou. Un code muet, un signal de patience. Pas maintenant. Le camion est reparti. La campagne a défilé derrière les fentes de la bâche. Champs, arbres, toits bas, puis des banlieues, puis des murs plus hauts. Paris approchait, avec sa densité, ses rues, ses gens, ses bruits. Tout ce que l'occupant contrôlait et tout ce qu'il ne pouvait pas contrôler entièrement. Quand ils ont enfin traversé une porte, un poste de garde, un portail, Phyllis a compris qu'ils entrèrent dans un autre monde. Les bâtiments étaient lointains plus grands, plus lourds, les visages plus durs, les gardes plus habitués à la souffrance. On les a fait descendre, aligner, compter. Le sergent est passé près d'elle et, sans tourner la tête, il a murmuré en français, presque inaudible comme un souffle perdu dans le bruit, « Tenez, ne donnez rien, je vous trouverai ». Puis il a disparu dans un couloir différent, avalé par la masse de pierres, et Phyllis a marché tout droit, le visage vide en se répétant cette seule chose qui comptait encore. Tenir, tenir, tenir. On l'a conduite dans un bâtiment dont les murs semblaient avoir été construits pour avaler le son. Le couloir sentait l'eau de Javel, la laine mouillée et la sueur ancienne. Ici, personne ne criait inutilement. Les ordres étaient courts, précis. Les portes claquaient comme des ponctuations. On lui a pris son manteau. On lui a pris ses lacets de chaussures. On a fouillé ses cheveux, a tiré sur le lacet plat qu'elle gardait toujours, puis on l'a jeté dans une boîte avec d'autres objets sans importance. Elle a senti une colère sourde, pas pour le lacet, mais pour ce que ça représentait. La dernière petite part d'elle qui était restée normale.
Ici, même la normalité était confisquée. Une femme en uniforme a inscrit quelque chose sur un registre sans lever les yeux. Non. Jeanne Martin. Date de naissance. Elle a récité la date de sa couverture sans hésiter. À chaque réponse, la femme notait comme si Phyllis n'était qu'une ligne de plus. Puis on l'a poussée vers une cellule. Une pièce de pierre étroite avec une paillasse, un seau, une petite fenêtre trop haute, une ampoule protégée par une grille. Le genre de lieu où le temps devient un animal qui vous grignote. La porte s'est refermée. Le verrou a tourné. Le silence est revenu, mais ce n'était pas le silence des campagnes. C'était un silence construit. Phyllis s'est assise sur la paillasse et a attendu le premier signe de panique. Il n'est pas venu tout de suite. Son corps, malgré les jours de tension, avait encore de la discipline. Elle a compté ses respirations, elle a observé les murs, elle a écouté. Au bout d'une heure, elle a entendu des pas, pas pour elle, pour quelqu'un d'autre. Une porte qui s'ouvre, une voix d'homme, puis un bruit sourd, comme une chaise qui tombe, et un gémissement étouffé. Phyllis a fermé les yeux. Elle ne devait pas imaginer. Imaginer, c'était déjà perdre. Plus tard, dans la nuit, un tapotement léger sur le mur, très loin, pas juste à côté. Un code, maladroit, qui cherchait. Phyllis n'a pas répondu. Pas encore. Répondre, c'était s'annoncer. Elle devait savoir à qui. Le matin suivant, on l'a sortie. Couloir, escalier, une pièce plus grande. Cette fois, ce n'était plus l'homme en civil du village. Ici, il n'était qu'un sous-traitant. Devant elle, il y avait deux hommes. Un officier allemand au visage sec et un Français en costume, trop bien rasé, trop propre, le genre d'homme qui avait choisi son camp avec soin. Le Français a parlé en premier, d'une voix presque aimable. « Mademoiselle Martin, vous comprenez que vous êtes ici pour des faits graves. » Phyllis a haussé les épaules. « Ah, je ne comprends pas ce que vous voulez. » L'officier allemand a posé une feuille sur la table. Des lignes, des chiffres, des dates. Pas des preuves, mais une construction. Un récit qu'il voulait qu'elle adopte. Vous avez été signalé près de dépôts. Vous avez été vu à proximité de convois. Vous avez été suivi lors de déplacements inhabituels. Et nous avons détecté des émissions radio dans des secteurs où vous apparaissiez. Vous n'êtes pas une paysanne. Le Français a souri comme un homme qui croit être raisonnable. Écoutez, nous pouvons simplifier. Vous nous dites qui vous a recruté et vous aurez une chance. Une chance. Les mêmes mots, partout, comme si la morale avait un dictionnaire limité. Phyllis a choisi la tactique qu'elle utilisait depuis le début, donner pour gagner du temps. Mais ici, le temps ne se gagnait pas avec des noms inutiles. Ici, il vérifierait en des plus vite. Elle devait leur donner quelque chose de vrai, mais de périmé. Un endroit déjà brûlé, une personne déjà arrêtée, un fil déjà coupé. Elle a donné un nom qu'elle savait compromis depuis longtemps, un contact qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait entendu parler par le réseau. Un homme déjà pris, une adresse déjà vidée. Un sacrifice de papier. L'officier allemand a noté, puis a demandé immédiatement « Où est-ce l'émetteur ?» Phyllis a secoué la tête, lentement, comme quelqu'un qui comprend mal. « Quel émetteur ?» Le Français a soupiré, exaspéré, puis a fait un geste. Un soldat a apporté une petite caisse. À l'intérieur, des morceaux de radio cassés, des fils, une batterie. Ils l'ont posé sur la table. « Ça vient d'une ferme près de votre premier secteur, » a dit le Français. « On a trouvé ça enterré. Vous reconnaissez ?» Phyllis a senti un froid dans la nuque. Ils avaient donc trouvé une trace. Peut-être pas la sienne. Peut-être une radio sacrifiée par un autre réseau. Mais ils avaient été quelque chose à brandir. Elle a regardé la caisse comme si c'était une ordure. « Sauf que je ne connais pas. » Le Français a penché la tête. « Mademoiselle Martin, vous êtes intelligente. Ne jouez pas. » Et l'officier allemand, sans hausser la voix, a dit une phrase qui a changé l'air. « Nous avons votre mère. » Phyllis a failli réagir, et c'est là qu'elle a compris le piège. Sa mère était morte. Il le savait probablement. Il testait, il cherchait l'endroit où elle saignerait. Elle a laissé passer une seconde, puis a répondu avec une lassitude réelle. « Ma mère est morte. » Le Français a laissé son sourire tomber. Pas parce qu'il compatissait, parce que la ligne de mensonge était trop propre. « Alors votre tante, a-t-il dit vite, ou votre amie. Quelqu'un vous attend dehors, n'est-ce pas ?» Phyllis n'a pas répondu, et dans ce silence, elle a senti la vraie pression. Il n'avait pas de levier personnel solide. Alors, ils construisaient un levier. Ils inventaient sur des proches. Ils voulaient qu'elle fournisse elle-même la relation à briser.
L'officier allemand a fait un signe. On l'a ramené à sa cellule. Sur le chemin, dans un croisement de couloirs, elle a aperçu une silhouette qu'elle n'aurait jamais dû voir. Le sergent. Une seconde entre deux gardes. Le visage tuméfié mais les yeux vifs. Il n'a pas parlé. Il a juste laissé tomber son regard sur ses mains, puis l'a relevé. Un message muet. Je suis là. Je tiens. De retour dans sa cellule, la nuit venue, le mur a tapé, cette fois plus proche, plus sûr. Le sergent. Ils vont te casser autrement. Phyllis a répondu, minimal. Je sais. Ils veulent échange. Ils veulent radio. Ils vont proposer deal. Elle a serré les dents. Un deal était pire qu'un coup. Un coup, on le endure. Un deal, on y pense. Ils m'ont offert quoi ? A-t-elle tapé ? La réponse a mis longtemps. Ils disent « Si je parle, ils m'envoient de camp de prisonniers, pas le reste. Et ils te font pareil. » Phyllis a senti son ventre se nouer. Il jouait à l'espoir. Il donnait un semblant de sortie, un couloir de lumière, pour que la personne fasse le travail pour eux. « Tu vas parler » A-t-elle tapé, sèche. Un long silence. Puis « Non. Mais on doit sortir. Il y a transport bientôt. On peut tenter. » Phyllis a fermé les yeux. Une tentative d'évasion à Paris, dans un bâtiment plein de gardes, semblait absurde. Mais ce n'était pas l'évasion qui comptait, c'était le mouvement. Dans le mouvement, l'ordre se fissure. Dans le mouvement, un verrou peut rester ouvert une seconde. Dans le mouvement, un nom peut être crié au mauvais moment. Le lendemain, un gardien est venu la chercher avec une phrase qu'elle n'avait pas encore entendue ici. « Préparez-vous. » Transfert. Ils lui ont rendu son manteau trop grand, mais pas son lacet. Elle a remis ses cheveux en place avec ses doigts et a suivi, le visage vide. Dans la cour, un camion attendait encore, bâché, des prisonniers alignés, des gardes plus nombreux. Et près du portail, l'homme en civil du village, celui qui l'avait repéré, discutait avec un officier allemand. Il semblait fier, presque impatient d'assister à la suite. Phyllis a compris qu'il allait la suivre jusqu'au bout, comme un chasseur qui veut voir la bête finir. On l'a fait monter dans le camion. Sur le banc en face, le sergent était là, déjà installé, les épaules basses, le regard éteint pour le théâtre. Quand la bâche s'est refermée, quand le camion a démarré, il a bougé à peine ses lèvres, sans voix. À la première halte longue, quand il compte, quand il change de garde, Phyllis a incliné la tête, imperceptiblement. Elle n'avait pas peur de mourir. Elle avait peur de parler. Et si cette tentative échouait, il n'y aurait peut-être plus de temps à voler. Le camion a roulé plus loin, plus vite. Et au bout d'une heure, il a ralenti. On a entendu des ordres. Un autre portail. Une halte. Phyllis a senti le sergent se raidir légèrement en face d'elle. Le moment approchait. Le camion s'est immobilisé avec un soupir de frein. À travers les fentes de la bâche, Phyllis a vu une cour éclairée par 2 lampes jaunes, un mur haut, un portail et des silhouettes qui fumaient en parlant trop fort. Une halte longue, comme l'avait dit le sergent. Pas une simple vérification sur une route, mais un endroit où l'on compte, où l'on échange des papiers, où l'attention se disperse dans la routine. Un garde a tiré la bâche. L'air froid a frappé leur visage. « Ross, descendez !» Ils ont sauté du camion un par un. Des prisonniers alignés, des mains sur la tête, des regards au sol. Le civil du village était là aussi, manteau sec, comme s'il avait attendu ce moment pour savourer sa victoire. Il parlait à un officier, le carnet à la main, désignant Phyllis du menton. Phyllis a baissé le regard, a fait semblant de trembler, de faiblir, de jouer la fillette qui s'effondre. Elle ne s'effondrait pas. Elle comptait. 2 gardes près du portail, un autre au camion, un 4e qui vérifiait une liste, un 5e qui s'énervait parce qu'il manquait un nom. L'officier allemand s'impatientait. Le civil insistait, gesticulait, trop sûr de lui. Dans ce genre d'endroit, l'ego d'un homme pouvait créer une fissure. Le sergent, derrière la ligne, a bougé à peine ses épaules, comme un homme qui grelotte. En réalité, il se rapprochait lentement d'une pile de caisses, juste assez pour se mettre hors de l'axe direct des fusils. Quand le garde a crié « Comptez !», le sergent a laissé tomber quelque chose par terre, une pièce ou un bouton, peu importe. Le garde a baissé les yeux par réflexe. Et à cet instant précis, un bruit a déchiré l'air au loin. Un grondement sourd, puis un second, plus proche, comme si le ciel avait décidé de frapper la terre. Tout le monde a levé la tête.
Phyllis n'a pas eu besoin de comprendre tout de suite si c'était un bombardement allié, un dépôt qui sautait ou une explosion accidentelle. Elle a seulement compris ce que ça créait. Un moment d'attention arraché. Le sergent a agi. Il a poussé brutalement une caisse contre le garde le plus proche du portail, pas pour le blesser gravement, juste pour le déséquilibrer, juste pour faire du bruit. Le garde a juré, a levé son arme. Un autre s'est retourné. La ligne de prisonniers a bougé comme un troupeau surpris. Phyllis a fait exactement ce qu'on attendait d'une prisonnière paniquée. Elle s'est écartée de la ligne, les mains en l'air comme si elle allait s'évanouir. Un garde a fait un pas vers elle, au lieu de regarder le portail. Et là, dans ce chaos bref, 2 coups de feu ont claqué au-delà du mur. Pas prêts, pas pour eux. Des tirs secs, d'alarme, de confusion, un cri en allemand, une course. Le portail s'est entrouvert d'1 mètre, puis s'est refermé à moitié. Le sergent a attrapé Phyllis par la manche sans la regarder, comme si elle faisait partie d'un mouvement de foule. « Maintenant », a-t-il soufflé, à peine un souffle. Ils n'ont pas couru vers le portail. Trop évident. Ils ont couru vers l'ombre sur le côté, là où un hangar en tôle faisait un angle mort. Les gardes étaient occupés à se crier dessus. L'officier hurlait des ordres. Le civil avait reculé, soudain moins brave, essayant de comprendre ce qui lui échappait. Derrière le hangar, une clôture de fil de fer, tendue mais mal entretenue. Le sergent a sorti quelque chose de minuscule de sa manche, un morceau de métal, une lame fine, dissimulée depuis longtemps. Il a coupé, pas tout, juste assez pour faire une ouverture. Phyllis a glissé la tête, les épaules, le manteau accroché. Elle a senti le fil lui griffer la peau. Le sergent l'a poussé, puis il était passé à son tour. Ils ont couru dans un terrain vague, boueux, sans route claire. Derrière eux, des ordres, des pas, une lampe qui balayait. Phyllis a trébuché, s'est rattrapée à une pierre. Le sergent l'a tiré vers un fossé et ils se sont jetés dedans, face contre terre, respiration collées à la boue. Un faisceau de lampes a balayé le champ, a passé à 3 mètres, puis s'est éloigné. Des voix se sont rapprochées, puis ont bifurqué. Quelqu'un criait qu'il fallait fermer toutes les sorties, qu'un prisonnier avait attaqué un garde, que c'était peut-être un sabotage. Phyllis a attendu que la voix devienne plus lointaine. Puis elle a tourné la tête vers le sergent. « Pourquoi » a-t-elle murmuré. Il a répondu sans détour, sans héroïsme. « Parce que si je parle, je meurs. Et si vous parlez, vous tuez des gens. Alors, je préfère courir. » Ils ont rampé jusqu'à une haie, puis ont marché pliés pendant des kilomètres en évitant les routes. La ville était loin derrière. Par moments, on entendait encore des véhicules, des sirènes, des ordres. Le chaos s'étendait, mais il s'éteindrait. Ils devaient être disparus avant que l'ordre revienne. Au petit matin, ils ont trouvé une cabane de jardin abandonnée. Ils se sont assis sur le sol, épuisés. Phyllis a retiré le manteau trop grand. Ses cheveux retombaient. Le lacet avait disparu depuis Paris et sans lui, elle avait l'air différente, plus nue, plus quelqu'un. Ça l'a irritée, presque autant que la faim. « Je dois rejoindre mon secteur », a-t-elle dit. Le sergent a hoché la tête. « Moi aussi, mais pas avec vous. On ne laisse pas une trace double. » Ils ont échangé une seule chose, un point de rendez-vous vague, un code de reconnaissance en cas d'urgence et rien de plus. Puis ils se sont séparés, chacun avalé par une direction différente. Phyllis a marché 2 jours en rasant les chemins. Elle a volé un peu de pain à une remise ouverte, elle a dormi dans un fossé, elle a traversé un village en prenant l'air d'une fille qui revient de chez une tante. À force de fatigue, son visage est devenu parfaitement crédible, et au 3e soir, elle a retrouvé une main du réseau. Une femme l'a regardée entrer dans une cuisine et a blêmi. « On a dit que tu étais prise. » Phyllis a haussé les épaules, comme si c'était un mauvais malentendu. Ils ont essayé, personne n'a posé de questions supplémentaires. Dans ce monde-là, les détails étaient dangereux. On lui a tendu une assiette, puis un paquet, un nouveau lacet plat, banal, et une petite boîte de couture avec au fond des feuillets de soie microscopiques, les codes. Phyllis a attaché ses cheveux avec le lacet neuf. Elle a senti, pour la première fois depuis des jours, une stabilité simple, une normalité refabriquée. La radio l'attendait déjà ailleurs. Cette nuit-là, elle a transmis de nouveau. Court, propre, sous 6 minutes, comme si rien ne s'était passé, comme si le monde n'avait pas tenté de la plier. Et au matin, elle a repris son vélo, son panier, ses trajets, ses sourires sans chaleur. Elle savait maintenant une chose avec une clarté brûlante. Il n'avait pas fini de la chercher. Et elle n'avait pas fini de travailler. Au bout d'1 semaine, la France n'avait pas changé.
les mêmes haies, les mêmes marchés, les mêmes uniformes, mais pour Phyllis, tout était différent. Elle avait appris ce que ça faisait d'être tenue entre quatre murs, de sentir des yeux qui ne vous lâchent pas, d'entendre son propre nom de couverture devenir une cage. Elle avait appris surtout que les Allemands ne la lâcheraient pas simplement parce qu'elle avait disparu une nuit. Ils allaient comprendre qu'elle s'était échappée. Ils allaient chercher où elle pouvait réapparaître. Et l'homme en civil, lui, n'allait pas accepter d'avoir perdu. Le premier signe était venu vite. Un contrôle plus serré sur une route qu'elle prenait d'habitude, des gendarmes qui s'attardaient sur les visages, des questions posées sans raison. Au marché, une femme qu'elle ne connaissait pas a demandé trop fort si la petite de Paris allait bien. Phyllis a répondu avec un sourire fatigué, puis elle a quitté l'étal comme si elle avait oublié des œufs. Dans sa tête, la phrase était nette. Quelqu'un parle même sans vouloir. On parle pour exister. On parle pour se rassurer. Et cette parole devient un fil. Elle a changé de secteur à nouveau, sans attendre un ordre. Le réseau n'aimait pas ça. Les responsables préféraient comme ça les plans, les confirmations, les chaînes de décision. Mais Phyllis avait compris qu'un plan, parfois, est une lenteur mortelle. Elle a demandé un relais. On l'a donné à contre-cœur. Une ferme plus loin, un contact plus prudent, un lieu où personne ne la connaissait encore. Le même jeu recommençait, être vue assez pour être normale, pas assez pour être identifiable. Et elle a repris la chasse à l'information. Des convois montaient vers le nord, des unités s'installaient près de la côte, des batteries se renforçaient. La rumeur d'un débarquement circulait partout, mais la rumeur ne servait à rien. Ce qui servait, c'était les preuves concrètes. Le nombre de camions, le type de matériel, les itinéraires, les heures. Elle travaillait vite, comme si chaque jour en plus était une dette. Une nuit, après une transmission, un message est arrivé de Londres. Court, sec, codé. Mais le sens était clair. Continue. Priorité maximale, ton travail est crucial. Crucial. Un mot lourd, presque ironique, quand on savait que, pour les gens autour d'elle, elle était aussi un danger ambulant. Phyllis a lu, a brûlé le papier et a continué. Puis, il y a eu ce matin-là. Elle était au bord d'une route, à l'ombre d'un talus, à observer un dépôt de fortune près d'un carrefour. Un soldat allemand fumait en riant avec un autre. Un camion bâché attendait. Rien d'extraordinaire, juste assez pour qu'elle se mette à compter. Et un bruit de moteur derrière elle. Une voiture en civil, lente, qui ne ressemblait pas à une patrouille. Elle a eu le réflexe de ne pas se retourner. Se retourner, c'est avouer. Elle a continué à regarder la route, à tenir sa posture comme si elle attendait quelqu'un. La voiture s'est arrêtée à 50 mètres. Une portière a claqué. Des pas, calme, assuré. Phyllis a senti, avant même de le voir, qui c'était. Parce que certains hommes marchent comme s'ils possédaient l'air. L'homme en civil du village s'est arrêté derrière elle, hors de son champ. Il a parlé en français, toujours sans accent, presque doucement, comme si la scène lui appartenait depuis le début. « Vous êtes tenace. » Phyllis n'a pas bougé. Son cœur a frappé une fois, fort, puis s'est stabilisé. C'était ça, sa vie, stabilisée. « Je ne vous connais pas, a-t-elle dit, d'un ton lassé. Il a laissé échapper un petit rire, un rire sec. Vous vous êtes échappé à Paris. Je n'ai pas aimé ça. Vous savez, je déteste que les choses me glissent entre les doigts. Elle s'est enfin retournée, lentement. Il était là, manteau impeccable, carnet dans la poche, le regard clair. Et autour, deux hommes en uniforme, pas tout à fait dans l'axe, comme des chiens qu'on tient en laisse invisible. Il avait appris. Il ne venait plus seul. Phyllis a compris une chose. Ce n'était pas une arrestation improvisée. C'était une récupération. Il voulait la reprendre avec calme, proprement, comme un objet administratif qu'on remet dans la bonne case. « Vous allez venir, a-t-il dit. Et cette fois, vous allez finir par parler. » Phyllis a fait ce que la plupart des gens font quand ils n'ont plus de sortie. Elle a créé une sortie. Elle a laissé son regard glisser au-delà de lui, vers la route, vers le dépôt, vers les soldats qui riaient plus loin. Elle a haussé la voix, juste un peu, assez pour que ça porte. « Vous avez vu ça ?» a-t-elle dit en français, avec un ton d'agacement réel. Il déplace tout vers la côte. Vous voulez que je vous montre ? Le civil a plissé les yeux. Ces hommes ont hésité, une fraction. Le mot côte les attirait comme une promesse de sens. Phyllis a vu l'instant exact où leur curiosité déplaçait leur attention. Un mouvement minuscule. Elle a jeté son panier. Pas sur eux. À côté. Sur le talus,
de façon à faire rouler des pommes, du linge, des objets. Un bruit bête, mais suffisant pour créer un réflexe. Les yeux suivent le mouvement. Les mains réagissent. Phyllis accourut. Pas vers les champs ouverts, vers le dépôt, vers les soldats en uniforme, vers le bruit, vers les gens. Parce que dans le bruit, on se dissout. Dans le bruit, on devient un corps parmi d'autres. Un cri a jailli derrière, un ordre en allemand. Des pas qui accélèrent. Le civil a juré pour la première fois perdant sa pose. Phyllis a traversé la route, a frôlé un camion, a bousculé un soldat qui a grogné. Elle a crié quelque chose de confus, un mélange de français et d'allemand approximatif, comme une fille paniquée qui croit qu'un voleur la poursuit. Les soldats ont réagi avec l'irritation habituelle. Une femme qui crie, ça agace plus que ça n'inquiète. Mais ça occupe. Elle a plongé derrière une pile de caisses, a contourné un bâtiment, a filé entre deux camions. Le civil et ses hommes la suivaient, mais maintenant ils devaient se frayer un chemin dans un endroit plein d'uniformes, plein de regards. S'ils sortaient un pistolet ici, ils provoquaient un scandale interne. Ils avaient le besoin de la reprendre proprement, discrètement. Cette discrétion, Phyllis l'a utilisée contre eux. Elle s'est glissée dans la cabine d'un camion dont la porte était ouverte. Un véhicule de transport, banal, le conducteur n'était pas là, parti fumer. Elle a attendu une seconde, puis elle a sauté de l'autre côté et a couru vers une petite barrière de bois qui donnait sur un chemin secondaire. Au bout du chemin, un vélo, le sien. Ou plutôt un vélo du réseau qu'on lui avait laissé précisément pour ça, une fuite rapide, une option. Elle l'a enfourché, a pédalé comme si ses jambes étaient en feu. Derrière, des cris, des ordres, un sifflet. Elle n'a pas regardé en arrière, elle a roulé jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce que ses mains tremblent sur le guidon. Elle a pris des chemins de boue, a coupé à travers un champ, a caché le vélo dans une haie, puis a continué à pied. Elle a marché jusqu'à la tombée de la nuit, et quand elle a enfin atteint une ferme de relais, la femme qui lui a ouvert n'a pas posé de questions. Elle a juste vu son visage et a compris. « Encore » a murmuré la femme comme si le mot contenait toute la guerre. Phyllis a hoché la tête. On l'a cachée dans une cave. On lui a donné une couverture. Et, dans cette cave, pour la première fois depuis longtemps, elle a entendu un bruit différent de ceux de la chasse. Des avions, nombreux, très hauts, un grondement continu qui remplissait le ciel. Le débarquement approchait. Elle le sentait. Tout le monde le sentait. 2 nuits plus tard, elle a transmis un message qui n'était pas un rapport de routine. C'était un dernier paquet de vérité. Les mouvements, les renforcements, les heures, les routes. Et une phrase codée qui signifiait « Je suis poursuivi, mais je tiens. Continuez à prendre ce que je peux vous donner. » Puis elle a coupé, a démonté et a brûlé ce qui devait être brûlé. Quand enfin les Alliés ont débarqué et que l'occupation a commencé à reculer, Phyllis n'a pas eu le luxe de célébrer. Il a fallu encore transmettre, encore bouger, encore survivre à des soldats perdus, à des représailles, à des routes soudain pleines de véhicules, à une guerre qui changeait de forme mais pas de violence. Et puis, un jour, longtemps après, la guerre a fini par se retirer comme une marée. Phyllis est devenue veuve au sens administratif du mot, après s'être mariée plus tard, bien plus tard, comme si la vie civile devait encore lui apprendre une autre forme de perte. Elle a vécu assez longtemps pour voir son nom apparaître dans des livres, dans des dossiers, dans des cérémonies où des gens en uniforme lui serraient la main. Mais ce n'est pas ça qui la ramènerait des années plus tard sur un cimetière en France. Ce n'est pas ça qui ferait basculer le passé dans le présent. Ce serait un détail que personne n'avait prévu. Une tombe, une plaque et un homme britannique qui venait régulièrement déposer quelque chose en silence sur le grave d'un soldat allemand. Et une veuve allemande, en regardant de loin cette silhouette, comprendrait qu'elle n'a jamais connu toute l'histoire de son mari.